Bonjour à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Civis Pacem, l'émission de l'Union pacifiste sur Radio Libertaire. Alors nous sommes aujourd'hui le 28 mars 2020 en période de confinement. Alors vous savez que on est en période de confinement à cause de cette épidémie de coronavirus. Mais nous ne pouvons pas abandonner l'idée de continuer à parler de pacifisme et d'antimilitarisme avec vous. Alors, j'ai décidé aujourd'hui d'appeler au téléphone Marlène Tuininga. Vous connaissez déjà Marlène Tuininga. Marlène Tuininga a participé à plusieurs de nos émissions de Civis Pacem. Vous savez aussi que Marlène Tuininga est journaliste, qu'elle est aussi écrivaine, qu'elle a beaucoup voyagé et qu'elle est très engagée aussi pour le pacifisme et l'antimilitarisme. Alors moi, je viens de lire un livre qui n'est pas très récent, mais que je vous recommande vraiment, qui s'appelle « Femmes contre les guerres », carnet d'une correspondante de paix. Alors, je vais en parler essentiellement dans cette émission avec Marlène Tuininga, mais comme Marlène Tuininga fait partie, comme l'Union pacifiste d'ailleurs, du collectif Ni guerre ni état de guerre, j'ai d'abord voulu lui poser une question plus sur l'actualité. Ce collectif Ni guerre ni état de guerre a publié un article qui a pour titre « Non à l'opération Résilience, oui à l'opération Résistance ». Alors cette opération Résilience, vous savez qu'elle a été lancée par le président de la République française qui semble un peu perdu dans la gestion de cette crise du coronavirus. Et par contre, ce que propose le collectif Ni guerre ni état de guerre, c'est la résistance. Alors, j'ai demandé donc à Marlène Tuininga ce qu'elle pensait de cet article. À mon avis, bien sûr, la résilience, c'est un peu faible, mais la résistance n'est pas encore très nette. Ah, tu as raison. Enfin, ouais. Moi, je trouve que, tu vois, tous les soirs, je me trouve sur mon balcon avec mon fils qui est en confinement avec moi, pour crier et applaudir, mais c'est bien de féliciter, d'applaudir, mais qu'est-ce qu'on fait, par exemple, pour protéger non seulement les gens qui travaillent dans les hôpitaux et dans le service sanitaire, mais surtout, et ceux-là on les oublie largement, je trouve, tous ceux qui nous permettent de continuer à vivre, les gens qui nous fournissent de quoi manger, de quoi le vendre, des gens qui nous permettent d'avoir accès à ces luxes incroyables qui sont le gaz, l'électricité et l'eau, qui enlèvent nos ordures tous les jours. Qu'est-ce qu'on fait pour non seulement pour les acclamer, mais aussi pour les protéger? Moi, je trouve que ça manque un peu de punch, quoi. Bon, alors donc il va falloir, je pense, aborder ce sujet lorsqu'on pourra se réunir encore pour le collectif Ni guerre ni état de guerre. Savoir qu'est-ce qu'on peut faire dans ces cas-là. Oui, il faudrait effectivement mais on n'a jamais eu, moi j'en fais partie depuis le début, et j'y représente la 4ACG, mais on a eu pendant quelque temps des réunions, des débats, etc., mais depuis quelque temps, c'est devenu un peu en pointillé, quoi. C'est pas... Enfin, même avant le confinement, on ne se réunissait pas souvent, ou alors c'était sur des thèmes très pointus, tu vois, des pays très précis, ou ce qui correspondait à l'intérêt de certains membres de ce collectif, mais pas forcément, il n'y a pas eu, comme on aurait pu l'avoir au sein de l'Union pacifiste, par exemple, des réflexions sur ce qui est en train de se passer sur le plan international et sur le plan économique surtout. Alors effectivement, toi tu t'intéresses beaucoup à l'international, ça c'est sûr, et puis je crois qu'on va commencer à parler alors de ton livre « Femmes contre les guerres ».
carnet Ouais. d'une correspondante de paix. Alors d'abord, ce que je dois te dire, c'est que j'ai beaucoup apprécié la couverture, la photo, Ah oui, oui. la présentation. C'est joli, hein. Ah, Bon, ouais, ouais. ça c'est déjà un premier point. Elles sont terribles, ces Africaines. Ouais. Ouais, Oui, ouais, ouais. avec Elles sont très très fortes, les Africaines. avec le Moi, point j'ai levé. découvert les Africaines. Ouais. Moi, j'ai découvert les Africaines il y a, il y a presque 20 ans déjà. C'est quand, du temps où l'UNESCO était dirigé par un type formidable qui s'appelait Federico Mayor. Et il avait mis en place une section entière de l'UNESCO qui était culture de paix. Et il organisait énormément de réunions. Et un jour, il avait réuni des femmes de tous les pays d'Afrique à Zanzibar pour parler de guerre et paix. Et comme j'étais en train de faire mon bouquin à ce moment-là, j'y suis allé. Et c'était absolument extraordinaire la force des Africaines pour contester la guerre qu'on faisait autour d'elle. Mais bon, c'est le genre de réunion qui a été complètement arrêté parce que l'UNESCO a été prise en main pour des raisons financières, comme toujours, par les Américains et ceux qui se font des courbettes devant eux. Et le programme pour culture de paix a été supprimé. Et il y avait un programme dirigé par Ingeborg Breines, qui est une femme extraordinaire, qui m'a appris énormément de choses, où justement on insistait sur le rôle que jouent les femmes dans les tentatives de paix, quoi. C'était formidable et j'ai souvent suivi ces indications à elle pour rendre visite dans des tas de pays africains et autres pour voir comment les femmes résistaient et se mobilisaient contre la guerre, quoi. Alors justement, ton livre commence d'ailleurs par une citation de Virginia Woolf que je vais relire, hein, parce que tu la connais par cœur, bien sûr. Pour nous, les femmes, la meilleure manière d'aider les hommes à empêcher la guerre ne consiste pas à répéter leurs paroles et à suivre leurs méthodes, mais à chercher des mots neufs et à créer des méthodes nouvelles. Alors là, effectivement, c'est ce que tu as cherché dans ton enquête quand tu as parcouru plusieurs pays. Là, je vois, il y a une vingtaine de pays dans lesquels tu es allé. Est-ce que tu partais avec cette idée déjà au départ? Non, pas du tout. Quand la Fondation Charles-Léopold Mayer pour le progrès de l'homme, qui à l'époque était dirigée par Pierre Calam, m'a demandé, avec l'école de la paix, Richard Pétris, l'école de la paix de Grenoble, m'a demandé de faire ce livre. J'étais, comme toute féministe, un peu innocente, comme je l'étais au départ, mais en fait marquée par la pensée unique. Je me disais, mais il n'y a pas de raison que les femmes soient plus pacifiques que les hommes. Elles cognent comme les autres, elles sont capables de violence, etc. J'y crois pas beaucoup, mais bon, j'ai trouvé que c'était un défi intéressant à relever, donc je suis partie successivement dans les différents continents, et avec leur financement à eux, d'ailleurs, ils étaient formidables pour ça, et j'ai découvert que c'était complètement à côté de la plaque, ce que j'avais pensé, que les femmes étaient aussi violentes que les hommes. Elles sont, quand elles commencent à imiter le comportement des hommes. Mais quand les hommes sont absents, parce qu'ils sont ou bien morts, ou bien ils sont en guerre, ou bien ils sont, comme très souvent, en tôle, eh bien les femmes qui sont chargées de la survie de leur entourage, et notamment de leurs enfants et de leurs parents, eh bien elles commencent à ce qu'elles n'avaient pas tellement fait auparavant, elles commencent à se réunir entre elles en disant mais qu'est-ce qu'on fait? Et puis elles découvrent très rapidement qu'elles ont envie de faire les choses autrement que les hommes. Oui, c'est ça. Virginia Woolf l'avait compris d'une façon extraordinaire, et je
dirais presque prophétique. Il y a une autre citation d'elle que j'aime beaucoup. Elle dit mon pays ou un autre pays, moi, en tant que femme, je n'ai pas de pays. Je suis de tous les pays. Et ça, c'est formidable, quoi. C'est une réalité, effectivement, qui fait que les femmes, elles défendent la vie. Et Françoise Héritier, d'ailleurs, que j'ai bien connue, le disait aussi que les femmes ayant un vécu très différent des hommes, elles ne réagissent pas de la même manière que les hommes, quoi. Femme birmane ou femme afghane, femme d'Orient, femme d'Occident, femme flamenco, femme tango, femme flamme, Chirine, Tienne, Muleila, Myriam, Maria, Joanne, Isabelle, femme incendie, femme chandelle, femme flamme. Qui savez si bien aimer, vous qui savez si bien donner, flamme d'amour et de lumière, flambeau de la vie, du mystère. Au-delà de toute frontière, toutes les femmes sont solidaires, unies dans la même prière. Elles donnent la vie, pas pour la guerre. Femme velours, femme de soie, femme cuir ou femme dentelle, la même volonté veille en elle, la même foi. Femme percussion, femme violon, femme poésie, femme chanson, elles aiment au bout de leurs intuitions, de leur passion. De Singapour à Bogota, leur cri d'amour n'a qu'une voix. Le miracle de donner la vie donne à la vie tout son prix. Au-delà de toute frontière, toutes les femmes sont solidaires, unies dans la même prière. Elles donnent la vie, pas pour la guerre. Après cette belle chanson de Fabel, Femme Flamme, je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de l'émission Si Vis Pacem, l'émission de l'Union pacifiste sur Radio Libertaire, et que nous sommes aujourd'hui, 28 mars 2020, en communication téléphonique avec la journaliste Marlène Tuininga. Et nous parlons essentiellement de son livre « Femmes » au pluriel, « Femmes contre les guerres ». Là, je voulais reciter quelques pays dans lesquels tu es allé, parce que ceux qui connaissent pas encore ton livre, qui a été publié en 2013, je vois, mais qui est toujours disponible et qu'on peut se procurer et que j'ai découvert moi-même récemment. Et justement, j'ai été tellement passionné que j'ai voulu absolument te poser quelques questions. Alors, je vois que tu es allé dans des pays qui ont été ravagés par les guerres. Et tu te désignes, alors je ne sais pas si c'est toi qui t'es désignée comme ça, correspondante de paix. Alors, tu partais déjà quand même avec cette formation plutôt pacifiste.
Oui, oui, moi, c'est ce que j'ai découvert. Je dirais que je suis devenu pacifiste après avoir découvert ça, quoi. Justement, je vais citer quelques pays parce que Vas-y. ce livre a plusieurs chapitres. Dans chaque chapitre, on va dans un pays. Et ce qui est très intéressant, enfin, ce que j'ai trouvé moi très intéressant, c'est que en quelques pages, on sait déjà ce qui se passe dans le pays. Et ensuite, on voit tout de suite le rôle qu'ont joué ou que peuvent jouer les femmes dans ces pays. Alors, bon, d'abord, le premier pays là que je cite, c'est dans le livre, hein, dans l'ordre, mais c'est pas forcément celui que tu as pratiqué dans ton voyage. C'est le Libéria, où on sait qu'il y a eu un conflit très très meurtrier. Et tu parles là justement des enfants soldats et en même temps de cette opération Sauvons le Libéria montée par les femmes. C'est peut-être un des premiers parce que j'ai connu, je ne sais plus où, une Ivoirienne très très dynamique qui m'avait invité à une séance de non-violence, à un stage de non-violence qui était absolument extraordinaire à Monrovia, où étaient réunies les femmes de 3 pays, Sierra Leone, Côte d'Ivoire et Libéria, et dont certaines parlaient français, d'autres anglais, et qui en fait s'étaient jamais connus, quoi, mais qui se sont connus grâce à ce réseau, qui était d'ailleurs d'origine UNESCO aussi au départ, et qui ont découvert en réfléchissant ensemble qu'elles avaient des tas de choses en commun et qu'en fait elles ne reconnaissaient pas les frontières entre leurs 3 pays qui étaient complètement artificielles pour elles parce que les clans et les ethnies n'étaient pas séparées par des frontières et toutes ces ethnies-là souffraient finalement du même mal qui était la guerre, quoi. Alors elles se sont dit entre elles, mais on en a ras-le-bol de ce que font les hommes. Nous, on veut autre chose et on veut, alors donc à Monrovia, il y a eu des grandes marches de femmes en blanc, de millions de femmes qui se sont dispersées dans les rues pour dire ras-le-bol de la guerre et ça a été extraordinaire parce que les femmes allaient dans les villages, discuter avec les gens, les obligeant à enterrer, à rendre leurs fusils et leurs bombes et toutes les saloperies guerrières en disant mais elles dansaient quand ça n'allait plus, elles se levaient et elles faisaient une petite danse et elles chantaient et puis on continuait. C'était vraiment une révélation. Voilà. Alors, toi, tu penses que effectivement les femmes sont capables d'arrêter des guerres ou du moins de les prévenir mieux que les hommes? Non, je ne suis pas sûre qu'elles puissent le faire parce qu'elles ne sont pas au pouvoir. Alors, il y a une résolution 1351, je crois, 1325, je ne sais plus, de l'ONU qui dit que les femmes doivent participer au pourparlers pour la paix. Eh bien, c'est une résolution qui n'a absolument pas été appliquée parce que les hommes n'en veulent pas. Et donc, tant qu'elles ne sont pas dans les accords de paix, elles ont été quand même une fois, par exemple en Irlande du Nord, enfin, je change de pays là, en Irlande du Nord en 1998 pour les accords du Vendredi Saint, des femmes qui s'étaient constituées en partis politiques uniquement féminins, eh bien, ont pu participer au pourparlers pour la paix, et c'est elles qui ont introduit dans cet accord des tas de choses auxquelles les hommes, qui étaient la plupart du temps divisés sur des critères
uniquement religieux, ou bien protestants, ou bien catholiques, alors que le parti des femmes avait autant de catholiques que de protestantes. Elles ont réussi à introduire dans ces accords de paix le respect des minorités, des immigrants, des handicapés, des vieux, etc., auxquels les hommes n'avaient absolument pas pensé. Donc, il y a une autre manière de regarder le monde, quoi. Alors justement, là tu cites aussi un pays, le Soudan, où on a entendu dernièrement des manifestations qui ont réussi à faire, disons, reculer le gouvernement. Ils l'ont changé pour l'instant, c'est peut-être pas encore l'idéal, mais enfin c'est déjà un grand pas, si on peut dire. Et justement au Soudan, tu as parlé des Soudanaises, solidaires contre la guerre des hommes aussi, et puis d'une personne alors qui était alors pas au Soudan, je crois qu'elle est au Kenya, Anicia Achieng, qui dit nous estimons qu'un monde où les femmes seraient libres et autonomes représenterait la meilleure garantie de paix. Parce que les femmes ne sont pas libres et autonomes, donc là-bas en Afrique et ailleurs d'ailleurs. Pas du tout, non. Non, mais en fait, c'est des Africains hommes qui souvent le reconnaissent que ce qui fait tenir debout le continent d'Afrique, ce sont les femmes. Hein. C'est vraiment... enfin, je suis en train de lire un sociologue que j'aime beaucoup, Achille Mbembe, qui reconnaît l'importance des femmes dans tout ce qui est pour lutte pour la vie et pour la paix, quoi. Les femmes n'ont pas le temps, tout simplement, parce qu'elles s'occupent, la plupart des autres, de s'occuper de pouvoir et d'honneur et de rivalité, etc., etc. Les colonisateurs de chez nous en Afrique du Sud appellent cette chanson click song parce que eux ils ne savent pas dire où on retourne. Vous avez tous reconnu la grande chanteuse africaine Myriam Makeba. Et je vous rappelle que nous sommes aujourd'hui en communication téléphonique avec la journaliste Marlène Twininga et que nous parlons de son livre « Femmes contre les guerres ». Alors, tu abordes d'autres sujets, bien sûr, dans ton livre, justement. Je vois, par exemple, au Salvador. Ouais. Donc là, on change de continent, on n'est plus en Afrique, hein. On est en Amérique latine. Au Salvador, où il y a eu aussi des conflits énormes qui ont duré des années et des années, que effectivement, les femmes n'ont pas été associées aux accords de paix. Non, d'ailleurs, elles étaient très, très proéminentes dans le Front Farabouni Marty de résistance contre la guerre qui était menée avec l'accord des États-Unis, bien sûr, contre la population.
eh bien, d'ailleurs, on leur avait demandé d'avorter, on les aidait à avorter, elles n'avaient pas le droit de faire des enfants, et elles avaient parfois des positions aussi importantes que celles des hommes. Mais quand la paix a été négociée, finalement, eh bien, elles se sont trouvées complètement mises sur le côté, oubliées, etc. Ce qui fait que elles ont réussi à faire paraître dans la presse de la capitale, San Salvador, une page blanche avec écrit en tout petit en dessous, voilà l'apport qu'ont pu apporter les femmes aux accords de paix négociés l'autre jour. Et puis elles se sont donc constituées en parti politique et enfin ça a été une présence absolument extraordinaire. Elles ont tout remis à plat. Elles ont fait des sessions, et même l'UNESCO avait aidé d'ailleurs, de conscientisation, d'alphabétisation pour les femmes uniquement dans tous les coins. Et elles ont combattu la prostitution. Enfin, ça a été une effervescence extraordinaire, mais qui, malheureusement, je pense qu'avec la situation actuelle, est complètement retombée, quoi. Alors, pour rester sur le continent, disons, sud-américain, là, tu parles aussi du Guatemala, tu parles de l'Argentine, les mères de la place de Mai. Alors là, bien sûr, ça a été aussi célèbre, ça continue. Tout à fait. Oui. Alors, c'est un peu les pionnières. En fait, les femmes argentines ont repris un peu le flambeau des Israéliennes qui avaient bien avant manifesté sur les places des grandes villes avec des foulards noirs pour protester contre le comportement des Israéliens au sujet de la Palestine, et les femmes d'Argentine pendant cette effroyable période de dictature de Videla à Buenos Aires ont donc pris la décision c'est leurs fils et leurs filles qui avaient disparu, qui disparaissaient à tour de rôle pratiquement. La nuit, la police de Videla venait les arrêter, les amener, et puis il n'y avait pas moyen de savoir ce qu'ils étaient devenus, rien que les jeunes de 20-30 ans. Et puis les femmes ont commencé à se dire, mais tiens, pour se reconnaître, on va mettre une lange autour du cou. Et donc elles ont commencé à aller à la messe, parce qu'elles sont on était encore très catholiques à ce moment-là en Argentine. Je ne sais pas si elles sont toujours. Et elles se sont reconnues comme ça, et puis elles ont décidé de manifester, je crois que c'était le vendredi, je ne sais plus, chaque semaine, devant le palais présidentiel, en silence, en tournant en rond devant le palais présidentiel. Et c'était ce qu'on appelle la place de Mai. Et puis personne. On a essayé d'oublier ça, de faire en sorte que personne ne sache ce qui se passait là-bas. Mais malheureusement pour la dictature, il y a eu la Coupe mondiale du foot en même temps. Alors écoute, moi je suis absolument nul pour les dates, mais c'était donc dans les années 70, je sais pas. Ah, alors là, oui, je ne peux pas t'aider pour les dates, moi non plus. D'accord. Et donc les journalistes qui, entre deux matchs,
n'avaient rien à faire. Ils ont découvert la présence de ces femmes et ils ont commencé à en parler. Et donc, ça finit par se savoir dans le monde entier qu'il y avait ce qu'on appelait donc les folles, las locas, de la Place de Mayo, les folles de la Place de Mai et alors quand la police, j'adore cette histoire, quand la police voulait les arrêter, la police en épinglait une, et puis elles se précipitaient toutes par dizaines en disant et moi. Ah oui. Et alors la police était complètement ridicule, et finalement, elles sont devenues très connues parce qu'elles demandaient où sont nos fils et où sont nos filles, quoi. Et donc, c'est devenu une force de contestation très importante. Je pense que c'était possible qu'elle fasse ça parce que finalement, la police hésitait et c'est encore, enfin, jusqu'à maintenant, aujourd'hui, avec les violences policières qui en France, on commence à hésiter, mais souvent, quand même, la police hésite un peu à arrêter les femmes. Et donc, la police les a laissés faire un tout petit peu plus qu'ils refait les maris, leurs hommes. Alors moi, je leur ai demandé, mais pourquoi est-ce que vos maris ne protestent pas? Et alors, c'était très intéressant parce qu'elle répondait, mais nos maris, ils sont complètement accablés et ils ont tendance à boire trop. Et puis, ils n'osent pas trop se manifester parce qu'ils sont tous plus ou moins liés à l'armée et ils ont peur de représailles. Alors, tu vois, c'est là où les femmes sont souvent beaucoup plus libres que les hommes parce qu'elles ne sont pas attachées au pouvoir, quoi. Elles n'ont pas de billes peut-être qu'elles ont tort, mais bon, elles n'ont pas de billes à défendre auprès du pouvoir, quoi. Alors, est-ce que c'est la même chose qui s'est passée, par exemple, en Russie, avec le comité des mères de soldats, au moment justement de la Tchétchénie? Les comités de mères de soldats n'ont pas eu la même méthode, quoi. Elles ne sont pas descendues dans la rue. Là où on a commencé à parler d'elles, ces femmes que j'ai rencontrées aussi bien à Moscou qu'à Saint-Pétersbourg qu'à Nijni Novgorod, c'est des femmes qui allaient en Tchétchénie pour récupérer leurs gamins qui étaient partis là-bas, forcés et contraints, quoi, qui en fait qui étaient complètement écœurés et malades par rapport à ce que l'armée leur faisait faire. Et donc, elles ont essayé de sauver leurs gamins, et c'est comme ça qu'on a commencé à parler d'elles, quoi. Et elles se sont rapprochées du mouvement de Sakharov Mémorial pour contester la politique de colonisation, finalement, de la Tchétchénie par le régime russe, quoi. Et est-ce que, justement, elles ont pu jouer un rôle politique, finalement, parce que ça a eu quand même une influence sur... il y a eu plusieurs guerres en Tchétchénie, mais enfin, au moins la première guerre. Franchement, moi, quand je les ai vues, c'était... Enfin, elles avaient un succès fou auprès des mères, des soldats. Je me souviens encore de ce tout petit bureau qu'elles avaient à Moscou, où les femmes faisaient la queue dans le couloir et dans la rue même pour savoir ce qu'elles pouvaient faire pour sauver leurs gamins, parce que c'était ce qui partait là-bas complètement innocent. Et puis il y en avait beaucoup qui mouraient. Elles ont eu franchement un rôle de pacifiste absolument extraordinaire, parce qu'elles ont aussi contesté le fonctionnement de l'armée. Il y avait toute une section pour ça, pour dénoncer les morts des soldats en temps de paix.
Des soldats qui étaient tellement malmenés par leurs sous-officiers et leurs officiers qu'ils mouraient, quoi. Ils étaient torturés et maltraités. Enfin, mais bon, malheureusement, je me demande, franchement, c'était quand même il y a presque 20 ans que j'ai fait ces enquêtes, et je me demande ce qu'elles sont devenues. Hein. Alors justement, ce qu'on constate, c'est que tu dis souvent, après le conflit, on voit tous les dégâts que la guerre a provoqués pour plusieurs années. Ouais. C'est-à-dire que toi, tu arrives souvent, le conflit est encore en cours ou est terminé déjà depuis quelques années, et on voit les effets, les conséquences terribles. Mais souvent, je me souviens d'une femme géorgienne qui me disait, mais bon, il y a le problème du conflit, mais il y a aussi le problème avant le conflit, et il y a le problème après le conflit. Tout ça, il faut qu'on le gère, quoi. Et parce que ça enfin, là, je ne sais pas du tout si ça t'intéresse, mais c'est là où je retrouve mon vieux maître que j'ai eu à l'école de journalisme il y a très longtemps, qui était le polémologue Gaston Boutoul, qui m'a énormément influencé, parce que il disait toujours, il déclinait l'adage, si tu veux la paix, prépare la paix, gna gna gna, ou si tu veux la paix, prépare la guerre, encore plus gna gna gna. Et il disait, non, si tu veux la paix, connais la guerre. Et c'est là où les femmes ont commencé à réfléchir en se disant, mais c'est quoi les raisons pour lesquelles on fait la guerre? Et enfin, ça, c'est en Irlande du Nord, notamment, c'était très, très fort. Les femmes qui traversaient le mur et qui découvraient que, protestant ou catholique, une mère qui a perdu son fils, elle pleure de la même manière, quoi. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que les femmes, elles vont toujours à la racine des choses et non pas aux apparences, quoi. Et enfin, je pense que Gaston Boutoul, pour moi, c'est vraiment la référence, parce que il dit connaître la guerre, ça veut dire savoir pourquoi on fait la guerre. Et lui avait une analyse qui est reprise un peu partout, je crois, en disant il y a deux raisons pour lesquelles on fait la guerre, le nationalisme d'une part, et d'autre part l'économie. Alors moi j'ai beaucoup réfléchi à ça, puis j'ai connu une féministe qui malheureusement vient de mourir, britannique, sociologue britannique, qui a écrit plusieurs livres tout à fait extraordinaires, mais qui n'ont pas été traduits en français, bien sûr, parce que ça n'intéresse personne, ce genre de choses, qui s'appelle Cynthia Cockburn, et qui disait, Gaston Boutoul, c'est très bien, l'économie et le nationalisme, mais il y a autre chose, ce qu'on appelle aujourd'hui le virilisme, c'est-à-dire la mentalité patriarcale. Montrer qu'on est plus fort que les autres, qu'on en a, etc., qu'on veut ce qu'a l'autre, enfin la compétition finalement, c'est la compétition, la rivalité, etc., etc. Et ça, les femmes ne sont pas d'accord, quoi. Et je pense qu'effectivement, cette attitude viriliste de dire, moi je suis plus fort que toi, ou je suis plus civilisé que toi, tu as besoin de moi, tu as besoin de mon argent, tout le colonialisme est basé là-dessus, enfin. Sous les drapeaux, il y a des tombes et des noms gravés, en souvenir des hécatombes, des tas de fleurs fanées. Sous les drapeaux, il y a des foules qui hurlent à la mort, à coups de ballon, à coups de boule, c'est nous les plus forts. Mais moi j'aime par-dessus tout un drapeau de rien du tout, qui se dresse tout seul dans les blés, sans que le clairon les sonne. Le bleuet, la marguerite et le coquelicot. Le bleuet, la marguerite et le coquelicot. C'est des petites fleurs franchouillardes, même le maréchal s'en servait pour ses cocardes, c'est ça qui me fait mal. Que voulez-vous que je réponde? Ces petites fleurs-là,
elles sont d'abord à tout le monde. N'oubliez pas ça, moi je l'aime par-dessus tout. Ce drapeau de rien du tout, qui se dresse tout seul dans les blés, sans que le clairon les sonner. Le bleuet, la marguerite et le coquelicot. Le bleuet, la marguerite et le coquelicot. Épinglé au revers tendre d'un amour nouveau, le bleuet vient pour t'apprendre que le monde est beau. La marguerite est une reine en peau de chagrin. En les feuillant, on s'entraîne à souffrir demain. Moi je l'aime par-dessus tout, ce drapeau de rien du tout, qui se dresse tout seul dans les blés, sans que clairon les sonner. Le bleuet, la marguerite et le coquelicot. Le bleuet, la marguerite et le coquelicot. 3 gouttes de sang, c'est le drame, amour, jalousie. Gentil coquelicot, mesdames, faut payer le prix. Debout sur des barricades, toujours à refaire. Rouge cœur de la grenade, au nez de la misère. Moi je l'aime par-dessus tout, ce drapeau de rien du tout, qui se dresse tout seul dans les blés, sans que clairon les sonner. Le bleuet, la marguerite et le coquelicot. Le bleuet, la marguerite et le coquelicot. Le bleuet, la marguerite. Après Un drapeau de rien du tout, chanté par Michel Bernard, nous reprenons notre conversation téléphonique avec la journaliste Marlène Tuininga. Puisque tu as évoqué ta formation de journaliste, je voulais simplement rappeler d'abord que pour Femmes contre les guerres, il y a une présentation qui est assez amusante derrière. On te représente chemise fleurie, pantalon large et foulard en tenue improvisée de correspondante de paix, etc. Pour parcourir tous ces pays quand même, c'était courageux. Non, moi je me suis jamais sentie courageuse. Je me suis sentie curieuse. J'avais envie de comprendre ce qui se passe, quoi. Donc tu n'as jamais hésité à partir dans un pays sans savoir si c'était... Non, j'ai un ami chauffeur de taxi qui à chaque fois m'amenait à Roissy en me disant « Marlène, c'est dangereux là où tu vas, gna. » J'ai dit « alors, c'est dangereux, c'est plus dangereux pour les gens du cru que pour une occidentale comme moi. » C'est vrai, c'est vrai. Alors, justement, il y a un livre qui vient de paraître, que malheureusement, je l'avoue, je n'ai pas encore lu, qui s'appelle « Journal d'une féministe décalée ». Ouais. Alors, c'est, je suppose, dans ce livre que tu refais un peu ton parcours, disons, je vois que, par exemple, de ta famille, qui travaillait sur des chantiers des compagnies pétrolières hollandaises. Donc, est-ce que tu peux nous retracer un peu pour nous donner envie de lire ton livre, parce que je vais le lire de toute façon, mais savoir un peu que ton itinéraire, comment ça t'a amené justement au journalisme? Oui, parce que on habitait mon père était donc hollandais et on habitait à Curaçao, qui est une île qui, à l'époque, était encore sous domination néerlandaise, où était installée la Shell, une île au large du Venezuela, où arrivaient les pétroliers avec les pétroles bruts du Venezuela qui étaient raffinés dans les raffineries de la Shell, qui étaient implantées donc dans cette île. Et mon père était ingénieur là-dedans, et puis, enfin, pour les cadres et les sous-cadres hollandais, il y avait des villages avec des maisons qui ressemblaient un peu à des maisons hollandaises, avec une école en néerlandais, avec, enfin, et on se voyait uniquement entre blancs. Et de temps en temps, quand on allait en ville, à la plage ou ailleurs, on voyait des noirs. Et puis bon, on disait, ben oui, c'est des noirs. Hein, et puis, enfin,
la manière dont on en parlait, d'abord ils habitaient sous le vent pestilent de la raffinerie, et nous, on a été au-dessus du vent, et donc on n'avait pas ces odeurs, et eux, ils avaient des cabanes sur piloris, enfin dans des espèces de désert, quoi. C'est une île très très sèche où il y a pratiquement que des cactus, et enfin on voyait bien que c'était la misère. Et puis j'ai découvert qu'en fait ces gens-là étaient beaucoup plus heureux que nous mais qu'il fallait pas se mélanger avec eux. Alors j'ai dit à mes parents, mais je ne comprends pas pourquoi. Et en plus on avait une bonne, bien sûr, il fallait pas que ma mère travaille trop, et on avait une bonne que j'aimais beaucoup et qui chantait ces berceuses antillaises que j'adorais et qui m'ont marqué pour la vie. Et elle était beaucoup plus douce que ma belle-mère qui ne m'aimait pas beaucoup. Et je me suis révoltée, j'ai dit mais c'est pas possible. Alors j'ai dit mais j'ai envie de voyager, comprendre ce qui se passe. Et puis au début, je ne sais plus pourquoi, je voulais être géologue, mais on m'a dit mais non, une fille c'est pas possible parce que on l'enfermera comme paléontologue dans un laboratoire. Alors j'ai dit bon ben d'accord, je serai journaliste. Alors j'ai décidé d'être journaliste et j'ai commencé plus tard mes études de journaliste. Et alors quand tu étais là-bas justement à Curaçao, est-ce que tu allais à l'école? Tu allais à l'école? Oui, bien sûr. Oui. Et c'était une école réservée donc au personnel? Non, aux blancs, oui. Voilà. Il n'y avait pas un seul noir là-dedans. Et alors comment tu es arrivé, tes études de journalisme, tu les as faites dans quel pays? J'ai commencé aux Pays-Bas. Ah, d'accord. Parce qu'à la fin de la guerre, mes parents, donc en 1945, m'ont... c'était en 1946, m'ont renvoyé dans la famille hollandaise, et j'ai fait le lycée donc là-bas, mais je me suis sentie très très mal aux Pays-Bas. Et pourquoi tu t'es senti mal? Tu étais pas habitué à ce type de vie là-bas? Non, et surtout, je trouvais que c'était étriqué, avec plein de rites, plein de conventions. Enfin, et puis, je ne sais pas, j'étais probablement très sauvage, et il a fallu me changer d'endroit à plusieurs reprises parce que je voulais être toujours dans le brancard. Et j'ai fini par faire 2 années d'études politiques à l'université d'Amsterdam, et j'en ai eu, j'ai tout fait là-dedans. Un jour, j'ai dit à mes parents, ça y est, je m'en vais, et j'ai cherché où il y avait des formations de journalistes qui me paraissaient plus intéressantes, et j'ai découvert qu'il y avait 2 écoles à Paris. Alors donc je suis allé à Paris, quoi. Et j'ai vécu pendant au moins 10 ans d'expédient. J'étais modèle à l'école des Beaux-Arts, j'ai tapé des trucs. Et alors à Paris, tu trouvais que l'ambiance n'était pas la même qu'aux Pays-Bas? Non, parce que j'ai abouti à Saint-Germain-des-Prés. J'étais complètement... Ah voilà, c'était une autre ambiance. Ouais. Il y avait plus de liberté. Comment tu as ressenti par rapport... Oui, une liberté totale, bien sûr, oui. Et même par rapport aux relations que tu pouvais avoir avec d'autres apprentis journalistes? Oui, une liberté et beaucoup plus d'ouverture d'esprit, parce que aux Pays-Bas, Amsterdam aussi, d'ailleurs je crois que c'est toujours pareil, il y a des gens un peu marginaux qui se réunissent dans les bistrots et qui trouvent qu'ils sont très intéressants, mais en fait ils sont très conformistes aussi. Et pourtant, quand vu de France, on a l'impression que les Pays-Bas, par exemple, il y a notamment, je vois des lois pour mourir dans la dignité. On a l'impression que, vu de France, qu'il y a plus de liberté
disons, dans certains domaines, aux Pays-Bas qu'en France. Oui, mais c'est vrai sur le plan sociétal, je dirais. C'est-à-dire, c'est des gens très, très, très pragmatiques et très individualistes. Alors, tout ce qui concerne les droits individuels, ils sont très en pointe, effectivement. Mais moi, ce qui me manquait, c'est le collectif, tu vois. Mais vraiment, quand je suis arrivée à Paris, je me suis tout de suite intéressée, alors que j'étais pas chrétienne du tout, à l'abbé Pierre, et j'ai découvert, en allant dans les communautés de l'abbé Pierre, l'importance du collectif, de l'être ensemble. Et ça, c'est un truc sur lequel je voudrais beaucoup insister, c'est que les femmes, c'est pareil, quand elles changent les choses, elles le font parce qu'elles sont en collectif, en groupe. C'est pour ça que je n'écris jamais sur des femmes qui ont réussi, qui sont, enfin, des femmes, par exemple, chefs d'entreprise ou ministres, etc., parce que ce sont des femmes qui jouent leur propre jeu et elles jouent la plupart du temps en mimant le comportement des hommes, alors que ce qui change les réalités, c'est le travail collectif et notamment les groupes de femmes. Les femmes, quand elles s'unissent, et souvent elles hésitent à le faire parce qu'elles pensent que c'est gnangnan, que c'est pas intéressant, les groupes, les femmes entre elles. Mais quand elles commencent enfin, dans des situations de détresse et de famine et de guerre, quand elles commencent à agir ensemble, enfin, j'ai rencontré une femme du Nicaragua qui disait, une femme qui entre en politique, la politique la change. Un groupe de femmes qui entrent en politique peuvent changer la politique. Ah oui. Et je trouve que tu vois, par exemple, aux Pays-Bas, ils sont très en pointe sur le truc euthanasie. Je dirais même, il y a soutien parfois pour la Palestine et contre l'arme nucléaire en Pays-Bas, plus intéressant que chez nous. Mais, par exemple, le Parti communiste est pratiquement absent aux Pays-Bas. Ça n'a jamais eu la moindre influence dans la vie politique néerlandaise. C'est assez curieux. Et quand j'ai découvert ça, j'ai dit, bon, ben, je fous le camp, quoi. Quand tu ne crois plus que tout est perdu, quand trompé, déçu, meurtri, quand assis par terre, plus rien pouvoir faire, tout seul dans ton désert, quand mal, trop mal, tu marches à genoux, quand sourd, et les femmes n'entendent plus le cri des femmes, tu verras que l'aube revient quand même, tu verras le jour se lève encore, même si tu ne crois plus à l'aurore, tu verras le jour se lève encore, quand la terre saigne ses blessures sous l'avéon qui crache la mort, quand l'homme chacal tire à bout portant sur l'enfant qui rêve ou qui dort, quand mal, trop mal, tu voudrais larguer tout larguer, quand la folie des hommes nous mène à l'horreur, nous mène au dégoût. N'oublie pas que l'aube vient quand même. N'oublie pas, le jour se lève encore. Étonné, reprend
dans le corps à corps. On continue, le jour se lève encore. Suivons les rivières, car dans les torrents, restons en colère, soyons vigilants. Même si tout semble fini, n'oublie pas qu'au bout de la nuit, qu'au bout de la nuit, qu'au bout de la nuit, doucement, l'aube revient quand même. Même pâle, le jour se lève encore, tu verras. Étonné, on reprend le corps à corps. On continue, le jour se lève encore. Tu verras, 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 le jour se lève encore. Le jour se lève encore. Se lève encore. Se lève encore. 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 Le jour se lève encore. Le jour se lève encore. Se lève encore. Se lève encore. Après cette chanson de la grande Barbara, je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de l'émission Civis Pacem de l'Union pacifiste de France sur Radio Libertaire et que nous sommes en communication téléphonique avec la journaliste Marlène Tuininga. Alors, en France, je vois que tu as rencontré l'abbé Pierre, qui justement avait quand même a toujours une grande influence encore aujourd'hui, hein. Et tu as rencontré alors aussi, je vois, sœur Emmanuelle, à qui tu as consacré justement deux livres, hein. Le paradis, c'est les autres, et puis Jésus tel que je le connais. Ouais. Alors, qu'est-ce qui t'a intéressé chez cette sœur Emmanuelle, cette personne qui était quand même aussi un peu hors du commun? Oui, mais ce qui m'a intéressé, c'est que quand je suis allé la voir en Égypte, au Caire, c'est qu'elle n'avait pas la moindre prétention, quoi. Elle vivait aussi misérablement que les autres, et c'est ce que j'avais voulu faire moi aussi. Mais elle savait en même temps qu'étant occidentale, elle pouvait apporter ses connaissances et sa disponibilité, son énergie aux autres. C'est comme ça quand elle était dans le bidonville, vivant dans son abri de cochon et mangeant des haricots tous les jours, eh bien, elle a commencé à réunir. Elle avait un certain aura, bien sûr, parce qu'elle était justement pas égyptienne et en plus vieille. Elle a toujours dit qu'elle a pu faire ce qu'elle a fait parce qu'elle était considérée comme non désirable. Donc, une femme qui n'était pas en rivalité avec les autres femmes, mais qui était devenue neutre finalement. Elle était déjà âgée, elle avait quel âge à peu près? Quand elle a commencé, elle avait 62 ans. Hein. Voilà, c'est ça. Ouais. Normalement, elle aurait dû revenir en France dans une maison de retraite. Elle l'a fait plus de 20 ans plus tard seulement. Elle a toujours refusé de retourner en France dans sa maison de retraite qu'on lui proposait parce qu'elle n'était pas très très bien vue dans sa congrégation parce qu'elle était vraiment une marginale, une électron libre, quoi. Elle avait, et en plus, elle avait une capacité tout à fait extraordinaire, c'est d'être entièrement présente à ce qu'elle faisait à un moment donné. Quand elle parlait avec quelqu'un, elle ne se laissait pas distraire et elle scrutait, elle regardait droit dans les yeux, elle essayait de comprendre avec qui elle était et elle écoutait jusqu'au bout, quoi. C'était tout à fait impressionnant. Non, elle n'était pas commode, hein, comme femme. Pas du tout, mais bon. non, elle était extraordinaire. Elle a un rayonnement tout à fait
tout à fait remarquable. Et alors, comment tu as démarré dans le journalisme? Je vois que tu travaillais dans le journal qui s'appelle La Vie. Ouais. Est-ce que tu avais une rubrique régulière dans le journal? Non. Enfin, à un moment donné, j'étais tellement mal vu que je me souviens, mon rédacteur en chef n'aimait pas du tout ce que j'écrivais. Mais j'étais défendu par Georges Jourdain, le fondateur de La Vie, qui est un type tout à fait charismatique, qui m'avait embauché en disant « Ah, elle est convertie, eh bien, je ne suis pas sûr que je puisse la prendre parce qu'elle va être choquée par le christianisme des bien-pensants. » Ah bon? Et il ne croyait pas si bien dire parce qu'effectivement, j'ai été très choquée au départ parce que je ne connaissais pas du tout. Je me suis fait baptiser à l'âge de 30 ans et je ne connaissais absolument pas ce milieu que j'ai découvert. Enfin, il y avait des gens tout à fait extraordinaires qui m'ont permis de faire ça et avec qui j'ai vécu par la suite, mais enfin, l'institution me sortait par les nez et les oreilles, quoi. Mais enfin, tu étais quand même accepté, quoi, dans le journal. Oui, mais parce que le directeur... tu étais toléré, disons. Me défendait, mais au bout de 2 ans, à La Vie, qui s'appelait encore La Vie catholique, ce rédacteur en chef a réussi à se débarrasser de moi. Et comme je parlais pas mal de langues, je suis allé aux Informations catholiques internationales, qui est devenu après l'actualité religieuse dans le monde et qui maintenant s'appelle le monde des religions, où j'ai voyagé à tir avec Rigaud dans le monde entier, suivant le pape, etc. Et où j'ai vraiment été beaucoup mieux accepté. Et puis après, mais j'avais fait des dossiers sur l'Opus Dei qui n'ont pas plu à la hiérarchie. Et donc, il a fallu de nouveau se débarrasser de moi. Et je suis retourné à La Vie. Et là, comme j'étais pas en odeur de sainteté, on m'a donné une rubrique dont personne ne voulait. C'était tous les paumés de la terre, c'est-à-dire les handicapés, les vieux, les femmes. Ben, ça tombait bien parce que tu connaissais beaucoup. Les toxicomanes. Mais non, mais j'étais pas très féministe à l'époque. Hein. Et voilà. Et j'ai pris mon pied là-dedans. Après, j'ai eu une rubrique qui m'a beaucoup apporté de joie. C'est être adulte. J'ai même fait un bouquin avec ça. Et j'interrogeais les gens pour savoir s'ils étaient adultes ou pas. Et c'était très chouette parce que la plupart des gens avouaient qu'ils n'étaient pas très adultes, quoi. Même des gens très connus, quoi. Alors, je vois que ton livre, enfin bon, je crois qu'il faut surtout le lire hein, pour savoir un peu, d'avoir d'autres détails sur ta vie, mais il a été préfacé par André Michel. Alors, André Michel, c'est aussi une personne que nous aimons beaucoup à l'Union pacifiste, et puis qui était aussi féministe, anticolonialiste. Bon. Oui, absolument. Et justement... Elle est devenue une amie très chère, et malheureusement, elle est en train de mourir, là. Hein. Ah, elle est âgée, hein, je crois. Elle est très âgée, elle a un peu perdu la tête. Tu la revois encore régulièrement? Elle est en institution maintenant, en province, enfin, elle ne reconnaît plus les gens, et c'est terriblement triste. Elle a été malmenée par la vie à la fin. Alors là, c'est aussi une personne qui a écrit bien sûr plusieurs livres qu'on peut lire. Hein, et puis oui, c'est très important ce qu'elle a écrit sur les femmes antimilitaristes et tout ça, oui. Moi, je pense que vous avez souvent parlé d'elle. Oui. On a souvent parlé d'elle, mais je voudrais reciter encore quelque chose qu'elle disait justement en 1980, je crois, lorsque j'ai entamé des recherches sur la militarisation, je m'intitulais pacifiste, et aujourd'hui, je préfère me déclarer antimilitariste. Alors, est-ce que tu penses que cette déclaration est juste? Écoute, franchement, je ne vois pas tellement la différence, sauf que
pacifistes passent assez mal, quoi. C'est souvent considéré comme des pacifistes bellants. Tout de suite, il y a cet adjectif qui vient derrière, comme des gens qui refusent toute résistance et qui se laissent faire, quoi. C'est un peu comme la non-violence, tu vois. Oui, peut-être qu'elle pensait aussi, telle que je la connais, à la légitimité informelle des guerres de libération, tu vois. Ah oui. Mais je pense que c'est ça, parce que elle a beaucoup travaillé aussi en Colombie notamment. Elle avait énormément de contacts au Maroc et tout. Et là, c'est difficile de se dire pacifiste quand on subit des régimes de cet ordre, quoi. Oui. Donc, dans la lutte anticoloniale, justement, elle préférait le terme antimilitariste. Oui, moi, je pense que c'est ça, ouais. Alors, on va reparler maintenant aussi d'un autre collectif auquel tu participes, et on est très content que tu y sois. C'est le collectif Non au SNU, c'est-à-dire Non au Service National Universel. Oui. Alors, tu as tout de suite adhéré à cette idée. Pourquoi? Ben, je dirais que, à la limite, la juxtaposition des mots national et universel est une aberration totale pour moi. On ne peut pas être national et universel. Quand on est national, c'est proche de nationaliste et on n'est plus du tout universel, quoi. Et la prétention d'être universel, c'est un peu comme la retraite universelle. Tout le monde sera traité de la même manière. Enfin, c'est complètement injuste. Ça ne tient pas compte du vécu des gens et de leur appartenance sociale et politique, quoi. Alors j'ai l'impression que le terme universel, dans le cadre nationaliste où il est utilisé, c'est plutôt que ça veut dire ça touche les garçons et les filles. Étant donné que le service militaire touchait, à l'époque où il existait encore, essentiellement les garçons, et aujourd'hui il touche aussi les filles. Alors justement... mais si on ne dit pas, on ne sait pas. Oui, mais alors qu'est-ce que tu en penses de toucher les filles? Bien sûr, c'est tout à fait scandaleux, quoi. Ça relève de la même hypocrisie que le mettre à la tête du ministère des Armées une femme, tu vois. Et que tout le monde devrait défendre militairement son pays. Non, mais enfin, quand j'ai vu comment c'était organisé avec le défilé, les marches au pas, les animateurs pratiquement tous d'origine militaire, le salut au drapeau et les chants de la Marseillaise, et je me suis dit, mais c'est complètement à côté de la plaque, quoi. C'est scandaleux. Et puis surtout, de le rendre obligatoire, en plus, c'est sous peine d'interdiction de passer le permis et le baccalauréat, mais là c'est le bouquin. C'est vraiment très très grave. Alors, est-ce que tu réagis comme ça parce que toi aussi, tu es proche d'enfants, de petits-enfants, je ne sais pas, ou est-ce que tu penses que les parents, justement, devraient réagir davantage, comme tu dis aussi, résister davantage? Moi, je pense qu'effectivement, les parents devraient réagir beaucoup plus... Non, parce que les parents, moi, on le sent bien, par exemple, à la 4ACG, il y a des gens... Alors attends, je répète d'abord 4ACG, ce que ça correspond à l'association des anciens appelés et leurs amis, donc contre la guerre, voilà. Contre la guerre, 4 fois A et puis CG contre la guerre. Donc c'est des gens qui ont fait, des gens absolument formidables que j'aime beaucoup, qui ont fait la guerre d'Algérie contre le gré la plupart du temps, appelés donc, et qui ont découvert
que c'était une injustice épouvantable à laquelle ils ont dû participer contre leur gré et qui, 20, 30 ou 40 ans après, ont enfin pu exprimer ce qu'ils avaient ressenti lorsqu'ils étaient là-bas et dire, mais non, quand on leur a proposé, à l'âge de la retraite, quand on leur a proposé une pension de retraités, d'anciens combattants, ils ont dit, eh bien, nous, on veut la paix avec l'Algérie, la réconciliation, et on va verser ces sommes pour faire cette association qui va aider les Algériens à développer leurs propres moyens de subsistance, s'occuper de leurs enfants, des écoles, faire des tentatives de réconciliation avec le français, etc., etc. Donc, c'est une association qui est vraiment née de quelque chose de formidable, mais qui malheureusement, le temps avançant, commence à avoir de moins en moins d'anciens appelés et quelques amis en plus, et parmi lesquels, enfin, il y a des gens qui justifient plus ou moins, peut-être en tant que parents ou grands-parents, je ne sais pas, le SNU en disant mais c'est bien parce que c'est une manière d'encadrer la jeunesse, de leur donner des idées un peu solides, enfin ce que nous contestons, enfin donc la majorité, j'espère, de la 4SDG n'est pas du tout d'accord avec cette analyse, mais ça montre à quel point c'est difficile de convaincre les adultes de ce que nous pensons que c'est pas bon du tout c'est pas comme ça qu'on peut aider les jeunes à se faire une place dans la société. Alors, quand même, dans cette association 4ACG, il y a des personnes qui sont contre le SNU. Nous avons bien sûr Bernard Sarrazin, qui a d'ailleurs participé avec nous à une manifestation et qui, justement, a écrit quelque chose de très intéressant, qui est une lettre à la jeunesse. Alors, prenez garde, ne vous laissez pas embarquer dans ce SNU, service national, etc. Et puis, surtout, dites non quand il en est encore temps. Oui, tout à fait. Alors, Bernard Sarrazin, nous l'avons croisé, nous, surtout dans le collectif, mais lui aussi partage les mêmes idées, par exemple, que toi. Absolument, absolument. Mais nous sommes minoritaires. Enfin, nous avons réussi à amener le conseil d'administration à nous soutenir. Mais on sent que dans les rangs, c'est pas du tout gagné. C'est pas du tout gagné. Et nous, on voudrait aller aussi dans la contestation, parce que c'est du même acabit des violences policières. Et là, il n'y a pas beaucoup de monde qui nous soutient. Yo me no tengo patria. Con mi dedo hago el fuego y con mi corazón te canto. Las cuerdas de mi corazón nací en Palestina, nací en Palestina. No tengo lugar, no tengo paisaje,
Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Civis Pacem de l'Union pacifiste de France sur Radio Libertaire. Vous venez d'entendre la chanteuse Emel Matlouti qui a chanté la Palestine. Et nous rappelons aussi que l'association 4ACG soutient des projets non seulement en Algérie, mais aussi en Palestine. Et maintenant, nous allons continuer un petit peu et presque terminer notre conversation avec la journaliste Marlène Tuininga. Alors, tu as réussi non seulement à convaincre les personnes de 4ACG, mais tu as aussi réussi à convaincre les gens de Attac. Alors, qu'est-ce que tu leur as dit pour les convaincre? Oui, Attac a fait une évolution extraordinaire. Hein. Moi, je trouve que vraiment, je suis au comité local de Paris 19-20 et depuis assez longtemps, et dans le temps, j'avais vraiment l'impression qu'on s'en tenait à la taxe Tobin et des trucs un peu... on avait du mal à contester même la notion de croissance, et aujourd'hui, la réflexion politique à Attac a fait d'énormes pas en avant, et le comité local dont je fais partie a réussi à convaincre surtout le bureau national d'Attac France, quoi. C'est super, c'est très très bien, mais bon, je ne sais pas très bien ce que ça va pouvoir donner, quoi. Il faudrait aller plus loin sans doute. Alors, il est évident que maintenant, on est un petit peu dans l'attente, étant donné qu'on est un peu coincé dans nos domiciles. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on fait cet enregistrement aussi par téléphone. Oui, bien sûr. Ouais. Mais je pense que dès qu'on aura l'occasion on perd pas le contact quand même, on essaie de tenir des liens. Et puis, dès qu'on pourra, on essaiera quand même d'organiser quelque chose, puisqu'il était prévu une réunion publique qui a été malheureusement annulée. Il y a des réunions aussi qui devaient se tenir dans différentes villes qui ont été aussi annulées. Bon, mais certaines ont été renvoyées au mois de septembre ou tout ça. Alors d'ici là, on espère quand même qu'on pourra agir un petit peu plus et qu'on aura un peu plus de liberté, parce que là, on est vraiment contraint. Hein, oui, c'est difficile. Hein. Dieu merci, il y a encore les contacts par téléphone. Mais je pense que l'étape de cohérence au mois de juin va être annulée aussi. Hein. J'espère. Oui. Elle devrait. On fera tout pour qu'elle le soit. C'est ce que me disent des amis. Des amis me disent maintenant, c'est plus la peine parce que de toute façon, ça n'aura pas lieu. Mais enfin, on n'en est pas encore sûr, alors on est vigilant. Bon, écoute, alors Marlène, je crois qu'il nous reste à te remercier. Nous arrivons au terme de notre émission et nous tenons à remercier encore la journaliste Marlène Tuininga qui nous a accordé cet entretien téléphonique. Marlène Tuininga qui, comme vous l'avez remarqué, est toujours engagée auprès des antimilitaristes. Et j'en profite pour vous conseiller les 2 livres dont nous avons parlé. Femmes contre les guerres, carnet d'une correspondante de paix qui a été publié donc en 2013, et un livre plus récent, Journal d'une journaliste décalée. Et bien maintenant je vous dis au revoir, à la semaine prochaine, ciao ciao.